Nous revoilà au cœur de Vivatech, dans le temple de la tech. Et pour la prochaine émission, on va parler cyber, on va parler bots, avec mon invité que tout le monde appelle bébé dans le milieu. Donc je me permets de le dire. Mais son vrai nom, c'est Benjamin Barrier. Benjamin Barrier est le cofondateur de Datadome, une scale-up française devenue un leader mondial dans la lutte contre les bots malveillants. Scrapping de contenu, fraude publicitaire, attaque, épuisement de stock. Bref, Datadome, c'est la cybersécurité en temps réel, alimentée par l'IA et utilisée par plus de 300 grandes entreprises. Une techno invisible pour l'utilisateur, mais décisive pour la performance. Alors restez avec nous pour découvrir l'histoire de Benjamin. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Salut Benjamin. Salut Solène. Bon, j'espère que j'ai pas trahi un secret en t'appelant bébé dès l'intro. Non, aucun problème. En même temps, tu me l'avais soufflé quelques secondes avant que le micro soit on. Exactement. Merci de me recevoir en tous les cas. Et ben, on est ravis parce que pour tout dire à nos auditeurs, parce qu'on aime bien être assez transparent, ça fait un bout de temps qu'on essaie d'organiser cette interview, normalement dans notre studio. On n'y arrivait pas. On s'est dit, mais si bébé Benjamin est là à Vivatech, profitons de Vivatech pour organiser ce premier talk entre nous. Tu dis que 51% aujourd'hui du trafic web est généré par des bots. C'est ça, ça a l'air énorme, mais en fait, c'est pas très étonnant. La majorité du trafic web est automatisé, et plus ça va, plus c'est automatisé. Pour te partager un chiffre, on arrête en moyenne 15 000 tentatives de fraude automatisées par seconde. Par seconde. Ouais. Donc ça va très très vite. Ok. Et c'est vrai que les bots, c'est génial parce que c'est ce qui permet d'automatiser plein d'actions qui prendraient beaucoup de temps. Il y a toute une économie derrière ça. Ouais. Et donc ça permet de gagner, enfin pour certains, du moins de gagner beaucoup d'argent. Les bots, on les connaît aussi sur les réseaux sociaux, aller liker des faux comptes, etc. Quand tu arrives aussi à détecter ces sujets-là. Tout à fait. C'est considéré comme des fraudes. Absolument. Ouais. Donc c'est des sujets de fraude à la publicité, d'ad fraude, ouais. Des choses qu'on voit beaucoup. Ça peut être un dommage collatéral, l'ad fraude. Hein. Parfois le bot, il a été designé pour faire autre chose, mais il se trouve qu'il va cliquer sur des liens et donc il va venir polluer tout un écosystème. Qui mesure la performance de certaines campagnes, de certaines sections sur les sites web. Donc c'est un gros problème et c'est une énorme fuite d'argent pour les sociétés qui payent ces campagnes. Il peut ne pas être docile et être utilisé à contre-emploi, donc ce bot. La plupart du temps, il n'est pas docile. En effet, c'est des bots qui sont utilisés. Il y a beaucoup d'argent dépensé pour faire des bots qui sont quasiment parfaits, c'est-à-dire qui ressemblent vraiment à un être humain. Mais toi bien, passe le micro, on me dit à la régie. Voilà, c'est parfait. Mieux, voilà. Ouais, comme ça. Ça, c'est vraiment radio. Exactement. Donc c'est vrai que ces bots, la plupart du temps, ils ne sont pas dociles et ils sont là pour créer des faux comptes, pour prendre la main sur les comptes utilisateurs et vraiment faire du mal soit à l'entreprise, soit à l'utilisateur final en venant dérober de la donnée, en venant acheter des places de concert pour Taylor Swift par exemple, donc en empêchant les vrais Swifties de pouvoir acheter leur ticket. Exactement. Tu le disais, en temps réel, c'est 15 000 fraudes détectées par seconde. Donc avec de la détection comme ça, c'est quoi le défi technique finalement le plus dur que vous avez eu à relever ? Tu sais, quand on a commencé Datadome, les gens nous ont dit « mais vous êtes fous de vouloir faire ça en temps réel. Personne n'acceptera que vous soyez, on appelle ça sur le chemin synchrone de la requête, avec un call externe, personne n'acceptera. » Et nous, on s'est dit, mais si on ne fait pas ça en temps réel, en fait, jamais on sera capable de détecter ces bots les plus sophistiqués. Et ils vont toujours aller plus vite que nous. Exactement. Donc, un des premiers et des vrais défis techniques qu'on a eu à réaliser, c'est d'être capable de faire cette détection en moins de 2 millisecondes, sans aucun faux positif. Ça veut dire que l'expérience utilisateur est parfaite pour l'internaute ou l'utilisateur de l'application mobile. Qu'est-ce qu'ils ont en client, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tes clients en termes de menaces ou de peur ? Je pense que en termes, il y a une convergence en ce moment entre la cybersécurité et la fraude. Je m'explique. Cybersécurité, on est plutôt du côté des infrastructures. On va essayer de protéger les serveurs, on va essayer de protéger la performance, etc. Fraude, on est plutôt du côté protection de l'utilisateur, protection des comptes, du login, des moyens de paiement. Et donc, il y a une mouvance à l'heure actuelle, il y a une convergence entre ces deux pratiques qui sont plus du tout distinctes. Mais ça veut dire qu'il faut casser des silos dans l'entreprise. Il faut faire travailler des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Ouais. Et je crois que c'est un des gros défis du moment. Alors, on avait cette conversation off-micro tout à l'heure, mais je te disais, j'ai parlé avec différents acteurs de la cybersécurité. Chacun, vous intervenez sur un petit morceau de la chaîne
qui semble important, mais quand on est par exemple une ETI, une PME, même une start-up, quelle que soit la taille de l'entreprise, les grands groupes c'est un peu différent, mais qu'on n'est pas forcément équipé, on ne sait plus trop où donner de la tête et quelle solution prendre en premier lieu, on va où, on fait quoi, vers qui on se tourne. C'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse parfaite. Nous, c'est pour ça il y a encore un an et demi, on avait un seul produit. Maintenant, on a une suite. On a plus de 5 produits parce qu'on essaye d'être un point d'entrée unique pour la cyberfraude pour nos clients. Ouais. Et je crois nos clients, ils ont besoin de simplicité. Ils ont besoin de ne parler qu'un seul interlocuteur. Pour plein de raisons. D'une part, pour des questions de simplicité, mais aussi pour des questions de budget. Moins il y a d'intervenants, moins ça coûte finalement. Et la cybersécurité, elle ne doit pas se faire au détriment du budget et du business, mais elle doit être contributrice d'un certain retour sur investissement. Et moins compliqué à mettre en place aussi, parce que tu dois tout recommencer à chaque fois. Exactement, moins compliqué, exactement. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qu'on aime bien dans les sujets cybersécurité, c'est un peu les cas d'usage, les business cases, comme on dit aussi. Alors, sans nous citer et sans nous révéler des secrets ou des noms de clients, est-ce que tu peux nous donner quelques cas que vous avez réussi à résoudre avec Datadome ? Oui, on parlait des concerts de Taylor Swift. C'est des choses, alors ça paraît trivial comme ça, mais si on parle des concerts de Taylor Swift, on parle de la sortie de la dernière PS5, en fait, qui a été un fiasco complet parce que des bots, en fait, avaient acheté l'intégralité des stocks avant qu'ils soient disponibles. Et en fait, ces sujets-là, ils peuvent se dupliquer sur on peut penser à des prises de rendez-vous sur des plateformes médicales. Pendant le Covid, il y avait ce qu'on appelait ça du scalping, des bots qui viennent prendre les stocks disponibles de rendez-vous pour les vaccins contre le Covid. Vaccins, ouais. Enfin, ça peut aller vraiment, vraiment très loin. Donc, c'est un premier cas d'usage. Il y a un autre cas d'usage qui est peut-être un petit peu moins, qui est plus pécunier. Je vais prendre l'exemple de Reddit, par exemple. On parle beaucoup d'IA en ce moment, de LLM, etc. Reddit, ils ont passé, je crois, un accord pour $70 millions avec OpenAI, parce qu'en fait, c'est une plateforme qui crée énormément de contenu, et ce contenu était utilisé par ces plateformes d'IA génératifs sans que Reddit, par exemple, voit la valeur, en fait. Ouais, exactement. Exactement. Vous êtes en pleine expansion. À l'international, c'est quoi le plus dur quand tu exportes comme ça une techno ? Le plus dur quand tu vas aller aux États-Unis, c'est de paraître américain. Ouais. Ça, c'est un premier. Du coup, ça, c'est ton autre associé qui s'appelle aussi Benjamin, voilà, qui est à New York. Qui est parti, qui s'est américanisé. Exactement, complètement. Mais je pense que ça a été. Alors, il y a ça, c'est un premier challenge. Ouais. Nous, on l'a résolu en travaillant très fort. Je ne sais pas si tu connais Forrester. C'est un cabinet de conseil américain. Sûr. Voilà. Forrester, bien sûr. Forrester, les premières fois, on n'a pas forcément été hyper bien classé. Et en fait, il a fallu un peu de résilience. On a attendu, mais on est devenu leader dans ce classement. Et en fait, c'est tous ces points de valeur qu'il faut aller chercher pour que les clients acceptent de travailler avec une société française à la base, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident quand tu es français de commencer à vendre aux États-Unis. Surtout sur ces sujets-là. Mais et en ce moment peut-être. Et en ce moment, donc nous on a un bureau à New York quand même, donc on est très américanisé et ça marche très bien. Les US portent une grosse partie de notre croissance et c'est très cool. Mais il faut réussir à initier cette croissance aux US. Il y a une conversation qu'on a souvent avec des entrepreneurs comme ça qui partent à l'international et c'est souvent les États-Unis. En tout cas, je me souviens de cette conversation avec Alix de Sagazan à BTC où la question se pose lequel des deux part. Ça s'est posé entre les deux Benjamins ? Ça s'est posé. Alors vous étiez 4 à l'époque. Oui, on était 4 exactement. Okay. En fait, pas vraiment. Ouais. On a initié les États-Unis de la France au départ. Et une fois qu'on a ouvert le bureau, aucun de nous n'a déménagé. Pas tout de suite. Okay. Et puis à un moment, Benjamin, il a eu l'envie, ça faisait sens aussi pour le développement de Datadome, il a eu envie de déménager, mais ça n'a pas été une obligation, pas du tout. Ni une contrainte, ni l'envie depuis le départ d'être c'est moi qui vais partir. Non, ça s'est fait un peu naturellement. On a laissé les choses venir, les choses se faire, et puis quand le timing était bon, quand ça faisait sens pour Benjamin et sa famille, Olivier, un des autres 4 cofondateurs, était à New York aussi pendant un moment. Ils ont pris leurs valises et ils ont déménagé. Ouais. Et comment on crée une culture d'entreprise quand on a un pied de chaque côté de l'Atlantique ? Et oui, ça c'est un gros challenge. Nous, on a 25 nationalités différentes chez Datadome, donc la culture, c'est vraiment important. Je ne sais pas si j'ai pas la recette parfaite, pour être honnête. Mais là, par exemple, on vient de fêter nos 10 ans et on l'a fait dans le sud de la France. Et une fois par an, on fait venir l'intégralité des collaborateurs en France ou en Europe. Et on se retrouve et on parle et on passe du temps ensemble. On a designé Datadome. Datadome, c'est pas plusieurs bureaux qui travaillent indépendamment. C'est vraiment une seule et même culture qui résonne dans l'intégralité des bureaux. Diffuse, exactement, exactement.
Il y a un sujet, c'est qu'on parle beaucoup de cybersécurité des entreprises, des fraudes dans les entreprises, mais dans les entreprises, il y a des vrais humains, des hommes et des femmes qui ont une vie aussi à côté. Hier, quelqu'un me disait la prochaine attaque en fait pour toucher une entreprise, c'est passer du côté perso des employés. On est nous dans un écosystème qui est, on va dire, évangélisé sur ces sujets-là, mais c'est pas le cas peut-être dans toutes les strates de toutes les entreprises. Quel est le rôle que vous avez à jouer en tant qu'acteur de cette filière pour faire bouger les choses ? Je crois que la filière en entier a un rôle et une responsabilité à jouer. Je pense on parlait de casser les silos dans les entreprises, il faut vraiment qu'on fasse travailler toutes ces équipes ensemble pour construire le contexte de confiance dont ont besoin les utilisateurs. Alors après, il faut continuer évidemment à se former, à évangéliser. Nous, on a énormément de formations sur le sujet, évidemment. Mais je pense que notre rôle, c'est de faire en sorte de rendre la cybersécurité la plus simple possible. Parce qu'on ne peut pas s'attendre de madame et monsieur tout le monde qu'ils aient un niveau d'expertise hyper poussé sur toutes les tactiques et les technologies qui peuvent être utilisées ou détournées par les fraudeurs. Ni d'être que dans un univers complètement anxiogène. Exactement. Je pense que... Ou devenir tous parano. Exactement. Je pense qu'il faut la situation devient un peu incontrôlable. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une fuite de données. Il n'y a pas un jour où on est harcelé par des scammers par téléphone. Il faut absolument... Est-ce que tu penses qu'il y a un côté pour l'utilisateur final, le citoyen, de encore un? Oui, mais du coup, c'est peut-être ça un peu qui pose un risque. Ouais. Voilà, exactement. Je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, se dire que plus ça va, plus les fraudeurs vont faire preuve de capacité technique. Il faut rester un peu à l'affût, entre guillemets, même sans que ce soit anxiogène, mais quand même. Et peut-être aussi expliquer que finalement, la fraude, c'est pas la fraude pour elle-même. C'est pas juste « Ah, j'ai réussi à hacker son système ». C'est que la donnée derrière est un vrai enjeu. Et c'est une petite guerre souterraine, en fait, invisible. Complètement. Je prenais l'exemple, il y a une fuite de données d'IBAN il n'y a pas longtemps, c'est les informations bancaires. Et en soi, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec un IBAN ? On ne fait pas grand-chose. Alors si, en fait, j'ai appris que tu pouvais, sur certaines plateformes, tu pouvais payer en faisant des virements jusqu'à 20 €. Mais tu vois, c'est quand même sur un peu limité. Mais si demain, tu reçois un email de phishing, comme tu le disais, on sait, donc quand tu reçois un email de phishing, tu le vois, tu ne cliques pas. Mais si quelqu'un t'envoie un email en t'appelant par ton prénom, ton nom, en te donnant ton adresse, ton numéro de téléphone et ton IBAN, à chaque nouvelle information qu'il partage avec toi, tes barrières se baissent. Bien sûr. Et donc, tu finis par cliquer. Donc, il y a vraiment un enjeu de données qui est... C'est la fraude du banquier qui est très courante en ce moment. On voit toutes ces alertes partout sur et les banques ont très bien réagi, moi, je trouve. Alors, c'est vrai que c'est anxiogène, mais dès que tu fais un achat, que tu te connectes sur l'application pour le valider, il faut attendre un certain moment pour qu'ils acceptent que tu payes. Mais bon, ça, je pense que ça vaut le coup. Au moins, ça sécurise. Exactement. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, Benjamin, aujourd'hui, au monde de la tech, dans ce temple qui est Vivatech ? Je crois que c'est la mission qu'on a de simplifier les choses. Je reviens encore sur mon histoire de convergence, cybersécurité, fraude et business dans les entreprises. Mais si on ne casse pas ces silos, et je pense que ça fait partie de notre métier de le faire, on n'arrivera pas à construire cet environnement sain. Et il y aura toujours de la fraude, mais sain et non anxiogène. Donc je pense qu'on a vraiment une mission là-dessus. Ça, c'est le petit bruit pour nous dire qu'il va falloir bientôt attacher nos ceintures, car nous allons bientôt atterrir sur notre planète. Mais on a encore le temps de finir pendant les dernières manœuvres avant qu'on atterrisse. Dans ce podcast, nous avons plusieurs traditions. Nous avons des rubriques phares. Et parmi les rubriques phares que nous avons amenées dans nos valises, il y a celle « Moi présidente » que tu as choisie. Donc bébé, nouveau président de la République demain matin. Ah là là, quelle pression, quelle pression. Quelle serait, Benjamin, la première mesure que tu prendrais et pourquoi ? Je vais rester sur mon fil rouge. Je mettrai en place un espèce de Nutri-Score de la cybersécurité ou de la cyberfraude pour que quand tu te connectes sur un site ou une application mobile, de la même façon que quand tu vas acheter un paquet de pâtes, tu saches quels sont les risques. Et voilà, et qu'en fait, qu'on puisse exposer en fait la capacité qu'ont les entreprises à prendre de bonnes décisions et à sécuriser leurs environnements pour leurs utilisateurs. Et qu'est-ce qui manque pour que ça puisse être mis en place ? Au-delà d'une volonté politique. Au-delà d'une volonté politique que je porterai avec grand plaisir. Je pense qu'il faudrait qu'on se mette tous autour d'une même table pour définir en fait ce qui doit être pris en compte dans ce score si on va jusqu'à la mise en place du score.
Si tu as un ou deux messages à faire passer aux auditeurs et aux auditrices, je crois qu'il y avait un sujet autour de l'IA qui te tenait à cœur. Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA, mais moi, le sujet qui me tient à cœur, c'est l'IA agentique. Et je crois qu'on ne se rend pas suffisamment compte c'est ça la vraie révolution. C'est-à-dire que demain, tout le monde, les utilisateurs, mais aussi les fraudeurs, vont pouvoir mettre en place des petites armées d'agents qui seront, le plus connu, c'est Operator d'OpenAI, qui pourront réaliser des tâches extrêmement complexes. Et donc, nous, notre métier à la base, c'est de détecter les bots, mais en fait... il n'y a plus de méchants bots et de gentils humains. Exactement. En fait, demain, il faudra être capable, et on l'est déjà, mais il faut être capable de déterminer l'intention. Alors, tu sais, on parle beaucoup d'identité. Il faut pouvoir vérifier l'identité des utilisateurs, mais l'identité, par définition, elle est détournable. Donc, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de capter l'intention derrière l'utilisation d'un système, que ce soit par un humain ou par un bot. En fait, on s'en fiche quelque part. Mais quelle est l'intention, quel est l'usage que va être fait du système. Et c'est sur cette base-là, et donc ça passe par des analyses comportementales, je te passerai les détails, qu'on arrive à dire, mais ouais, hyper passionnante, on pourra en reparler plus longuement, mais qu'on arrive à détecter la bonne IA de la mauvaise IA, le bon humain du mauvais humain, parce que c'est ça maintenant notre métier. Quelquefois, quand j'écoute les entrepreneurs sur ces sujets et qu'on récolte tous ces témoignages, je me dis, la science-fiction rattrape la réalité dépasse la science-fiction. En tout cas, c'est des choses où il faut avoir cette capacité à se projeter sur ce que nous permet à date l'IA, mais comment demain on s'en sert. Et c'est pour ça qu'on essaie de réglementer, mais il ne faut pas casser la créativité non plus. Comment tu te situes, toi, par rapport à ce sujet ? C'est un sujet qu'il faut embrace, comme diraient les Anglais, mais c'est vrai. Pour moi, l'IA va nous permettre, d'un point de vue cybersécurité, ça va nous permettre d'être beaucoup plus performants. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Après, il y a certaines limitations qu'il faut prendre en compte. L'IA, c'est pas magique. Il y a toujours un petit moment où ça doit être piloté ou guidé par un être humain. Faut pas l'oublier. Et dans les limites, peut-être que je me demande s'il y a peut-être un monde dans lequel on va arriver où il y aura des données créées par l'IA pour l'IA. Et donc, finalement, la donnée qui est le fuel de l'IA risque un peu de manquer quelque part la donnée qualitative. Mais je pense en effet, faut pas l'ignorer, faut pas le mettre de côté, faut le prendre à bras le corps et s'assurer parce que c'est génial quand même. T'imagines les utilisateurs demain. J'étais à une conférence d'un gros moteur de recherche il y a pas longtemps. Ils vont révolutionner la façon dont on paye en ligne. C'est un agent qui paiera pour nous en ligne. Donc c'est demain, ça va arriver. Nous on a vu les agents IA, le trafic lié aux agents IA a fait x3 depuis le début de l'année. Oui. Donc c'est émergent, mais on y est. On y est et la course est lancée en tout cas. Exactement. Pour finir cette émission, je te propose de décrocher ce petit téléphone qui est devant toi et de le poser juste sur ton casque. On a des ondes spéciales ici. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter, tu devras. Tu peux raccrocher, il nous entend. Très bien. C'était Maître Yoda. Maître Yoda qui se demande quels sont les prochains défis de Benjamin. Et comment tu t'y prépares. Les prochains défis de Benjamin, c'est les prochains défis de Datadome, peut-être, je vais en parler, mais c'est continuer à grossir très vite, très fort, dans un monde où il y a un très gros besoin de cybersécurité, mais il y a aussi un besoin de retrouver des retours sur investissement. Les budgets sécurité sont quand même protégés, sont hyper résilients, mais il y a besoin de démontrer qu'on peut toujours gagner de l'argent. Et je crois que c'est ça, notre prochain défi, c'est de continuer à faire croître notre société et de construire la plateforme de cyberfraude qu'on est en train de mettre à disposition des entreprises dans le monde entier. C'est ça. Et ton rêve à titre perso? Qu'on puisse utiliser tous ces services sans se demander si on est en train de se faire avoir, non ça, c'est un super, super rêve. Voilà, qu'on arrête que ce soit moins anxiogène et qu'on puisse se sentir tous en sécurité. Merci Benjamin d'avoir fait un stop dans notre vaisseau spatial feuille blanche. Très joli, très très beau. Très beau, bravo. Imaginé par la super équipe de The Good Experience, notre partenaire sur Vivatech cette année, Vivatech 2025. Donc on les remercie, on leur fait un petit coucou. Et puis vous, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube Feuille Blanche Média pour ne louper aucune de ces épopées entrepreneuriales. Commentez, likez, partagez, c'est comme ça qu'on gagnera la guerre des algorithmes, des plateformes d'écoute et de YouTube. En tout cas, restez avec nous. Je crois que c'est Thomas qui arrive dans quelques instants. Et pour ceux qui écoutent en replay, vous pouvez juste appuyer sur l'épisode d'après pour écouter le suivant. À bientôt. Ciao. Feuille blanche.
40 nuances de Next.